Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des Vraies Voix sur Sud Radio, place à notre grand débat, le grand débat des Vraies Voix. Le collectif Cheikh Yassine dissous ce matin en Conseil des ministres. D'autres associations collectives devraient l'être. Hier, la fermeture de la mosquée de Pantin a été actée, fermée pour 6 mois. Dimanche dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné donc au préfet l'expulsion de 231 étrangers radicalisés. Le mal a été nommé, c'est l'islamisme politique, a déclaré Emmanuel Macron ce matin. C'est une bataille sécuritaire, éducative, culturelle et surtout une bataille qui va durer. Voilà ce qu'a rajouté le chef de l'État. Lutte contre l'islamisme radical. Le gouvernement va-t-il aller jusqu'au bout? Va-t-il aller jusqu'au bout? Le gouvernement va-t-il assumer toutes ces annonces? Vous votez sur les réseaux sociaux et pour le moment c'est un non à 87%. Vous continuez de voter évidemment. Et le 0826 300 300, ça c'est le numéro du standard de Sud Radio pour intervenir à l'antenne, pour venir débattre avec nos vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Voilà, on ouvre le débat avec nos vraies voix. Philippe David, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sacha Ollier en studio qui nous a rejoint, député à La République En Marche de la Vienne. Bonsoir. Sacha Ollier, bonsoir à vous. La bataille va durer, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. Vous êtes confiant, Sacha Ollier, le gouvernement il pourra aller surtout jusqu'au bout de ses ambitions dans cette lutte contre l'islamisme? Faut pas employer le futur, la bataille elle dure. La bataille elle dure depuis 2015. Et si des mesures ont été prises, et c'était l'état d'urgence, d'autres ont été prises aussi depuis 2017, avec l'organisation de la sortie de l'état d'urgence, pas sanitaire celui-ci, mais le véritable, et une loi dite antiterroriste, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. C'est sur le fondement de cette loi que l'on peut fermer des lieux de culte, que l'on peut procéder à des mesures individuelles, donc de pointage pour des personnes qui seraient à l'extérieur, ou que l'on peut encore faire des perquisitions chez des personnes, des perquisitions qui ont eu lieu ces derniers jours. La bataille, elle dure parce que vous avez eu un renforcement significatif des moyens du renseignement qui avait été commencé, il faut le dire, sous le quinquennat précédent et qui a été amplifié sous celui-ci. C'est 1200 agents supplémentaires pour la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, celle qui coordonne la bataille sur ce sujet, avec une personne qui en assure finalement la coordination de tous les services, sécurité extérieure, sécurité intérieure, renseignement militaire. Et vous le connaissez, cette personne, puisque c'est Laurent Nunez, l'ancien secrétaire d'État, et qui est aujourd'hui à l'Élysée pour mener ce combat. Et puis elle dure, ou elle va durer, parce que sur les mesures que nous avons à prendre, il y a une partie de celles qui figurent dans la loi séparatisme, sur les nouveaux pouvoirs des préfets, sur l'enseignement en classe, parce que c'est en classe qu'on sait si les choses dérapent. Lorsque vous avez des déscolarisations en cours d'année, lorsque vous avez des tenues d'enfants qui sont inappropriées, lorsque vous avez la pratique du jeûne à du très bas âge et que vous savez que dans les familles il y a des difficultés. Donc on va effectivement se donner les moyens. Et peut-être que la question que vous voulez poser, c'est est-ce qu'on va se donner les moyens dans l'état de droit? Et là, à nouveau, la réponse est oui. Enfin, la question que je vais vous poser, c'est effectivement, vous l'avez dit, la bataille dure. Il y a eu des choses qui ont été faites sous le quinquennat Hollande, vous l'avez rappelé, que vous avez donc amplifié. Mais on a l'impression, la fermeture par exemple de mosquées, les dissolutions d'associations, malheureusement, on a l'impression qu'il a fallu une décapitation de cet enseignant Samuel Paty pour que le gouvernement enfin prenne les choses en main et agisse. C'est le sentiment des Français, en tout cas. Moi, je comprends qu'il y a une émotion qui est très forte qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main. Ce que je sais aussi, c'est que pour dissoudre des associations, comme nous l'avons déjà fait, il faut une décision en Conseil des ministres. Et d'ailleurs, c'est normal parce que c'est une décision qui est grave. Il y a des lois qui protègent, des lois qui sont finalement protégées par des principes constitutionnels qui protègent la liberté d'association. Et que l'on puisse dissoudre ces associations, c'est un acte très très fort. Donc, il y a cette possibilité. Dans la loi qu'on s'apprête à voter sur le séparatisme, on pourra même suspendre ces associations à la main des préfets. C'est un pouvoir supplémentaire. Et toutes les associations qui doivent être dissoutes le seront. On a parlé de l'association Cheikh Yassine qui vient de l'être. Si le CCIDF doit l'être, si Baraka City doit l'être, alors nous le ferons. Mais vous comprenez que on doit aussi le faire juridiquement, parce que ça ferait quand même mauvais genre que la justice annule un arrêté du gouvernement qui procède à une dissolution. Et c'est ce qui est en cours quand vous entendez William Bourdon. Non, parce que précisément, nous nous donnons les moyens de que ces décisions soient incontestables. C'est pour ça que le CCIF, par exemple, n'a pas été dissous, ni Baraka City. C'est pour ça. Vous avez besoin de temps. Vous donner le temps. Il faut qu'il y ait des éléments juridiques certains pour que ces décisions soient inattaquables. Tout comme
Et ça a été dit. Donc ça sert à rien, non, et Sacha, pardonnez-moi. Donc ça veut dire que cet effet d'avance, moi sur non, ce sont des annonces qui seront suivies des faits, mais qui seront sécurisées. Mais donc elles ne pourront pas l'être, parce que non, mais de deux choses l'une, une association, soit elle fait l'apologie du terrorisme, c'est bien toute la difficulté de la perversion du langage de ces associations. Par ailleurs, Sacha, je termine ma question. Qu'est-ce que vous allez faire pour les gens qui soutiennent ces associations ? Derrière Baraka City, il n'y a pas simplement le dirigeant de Baraka City, il y a des gens qui financent. Vous avez le Qatar, vous avez l'Arabie Saoudite, etc. Qu'est-ce que vous faites avec les relations diplomatiques derrière qui vont évidemment se nouer ? Évidemment que ça va protester si cette ONG, etc. Donc, il faut quand même faire attention à avancer des choses qu'on ne pourra pas tenir. Je pense que le remède est pire que le mal. Sacha, voilà. Il y a 3 réponses à la question que vous me posez. La première réponse, c'est qu'effectivement, sur les associations, il y a une perversion qui fait qu'il y a un discours qui est parfois diffus, qu'il faut bien identifier, bien qualifier pour que la décision soit juridiquement inattaquable. C'est ce que nous allons faire, et c'est pour ça qu'il y a l'annonce et il y a la dissolution qui intervient un peu plus tard. En tout cas, elle interviendra. Vous êtes sûr qu'elle interviendra ? Sur le financement. Sur le financement. Dans la loi séparatisme, précisément, il y a une traçabilité du financement, parce que l'on sait qu'il y a des financements étrangers qui participent au financement d'associations sur le sol français que nous voulons suivre, rendre transparent, rendre traçable et pouvoir finalement contrôler par Bercy. Et par ailleurs, il y a une transformation de ces associations qui ont été créées selon la loi de 1901, donc avec un cadre juridique beaucoup plus souple, et que nous allons piloter dans la loi de 1905, celle de la séparation des églises et de l'État. Et puis troisième chose, c'est sur les expulsions qui ont été annoncées. 231 personnes qui seraient de nationalité étrangère et qui auraient été condamnées pour des faits terroristes. Ça aussi, nous allons le faire. 180 d'entre elles sont déjà dans les prisons françaises, sur les 231 visées. Et donc, il faut s'assurer, pour que ce soit faisable, que les personnes, que les pays d'origine. Et vous savez bien que ça va être très compliqué, ça, par exemple. Comment va l'acceptation des pays d'origine. Non, mais il n'a rien obtenu. Par exemple, Gérald Darmanin, dans le week-end dernier, était au Maroc. Il n'a rien obtenu de concret là-dessus. Exactement. Il faut dire comment nous allons faire, précisément. D'abord, vous avez des accords de réadmission qui ont parfois été obtenus avec l'Algérie notamment, avec la Tunisie notamment, mais avec d'autres pays, c'est parfois plus difficile. Avec ces pays-là, et c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, et c'est ce à quoi ont travaillé les ministres de l'Intérieur successifs, il faut qu'il y ait des pressions économiques, diplomatiques, commerciales qui soient mises en œuvre pour qu'on parvienne à ce qu'il y ait ces réadmissions. Oui, mais... Et donc, nous allons cibler les personnes. Nous avons ciblé d'abord les personnes qui sont concernées. Lorsque c'est possible, nous allons le faire immédiatement. Lorsque c'est impossible, nous allons nous en donner les moyens. Non, monsieur le député, je voudrais prolonger un petit peu la question de Philippe Rossi. Vous avez indiqué tout ce qui avait été fait, au moins sous le mandat d'Emmanuel Macron. Pourquoi tout de même, et je ne crois pas être le seul à penser cela, on a l'impression que le président de la République n'a jamais su parler la langue régalienne, qu'il y a quelque chose qui, au fond, non pas lui répugne dans cette langue, mais de mon point de vue, je trouve qu'il a encore un petit peu trop d'intellectuels de gauche lorsqu'il aborde ces sujets sociétaux. Alors que par ailleurs, on dit qu'il est de droite et de droite. Ouais. Philippe dans le micro. Toute une part de lui qui est encore très largement imprégnée. Allez, la réponse de Sacha Ollier qui est avec nous. Attends, non, mais parce que Philippe, pardon, je ne peux pas te laisser dire. Ça veut dire que le député. Ça veut dire non, mais pardon, ça veut dire que donc le régalien est donc l'apanage de la droite. Non, mais t'es dingue. Non. Écoute, j'ai dit que de la part d'Emmanuel Macron, qui a toute une vision intelligemment conservatrice, dans le régalien, il ne l'a pas du tout. Allez, la réponse du député Sacha Ollier qui est avec nous. D'abord, on peut dire, et je l'assume, qu'on a été élu sur une promesse qui était une promesse libérale, politiquement, économiquement, et ça, c'est une promesse qui était assumée, et par ailleurs, c'était aussi une divergence que nous avions en 2015 sur certaines gestions de l'événement. Moi, je me ravis que vous puissiez penser que Emmanuel Macron puisse être un intellectuel de gauche. Je sais que c'est pas unanimement partagé dans le pays. Par contre, dans le discours régalien, nous n'avons jamais eu de naïveté. Jamais. Et si ça a pu être pensé de la sorte, alors ce n'est pas corroboré par les faits. Par ailleurs, nous avons eu certaines délicatesses avec le Conseil constitutionnel qui montrent que, et moi j'avais averti certains de mes collègues sur ces sujets, nous sommes allés peut-être trop loin sur certains sujets. La loi anti-casseurs, vraiment. La loi sur le contrôle sur les contenus sur Internet. Il faudra la remettre sur le tapis, sur la façon revenir. Mais il faut la faire
éclairé de ce que sont les libertés publiques, de ce qu'on peut demander pour la caractérisation de ce qu'est une infraction sur Internet, sur la constatation des violations manifestement illégales. Parce que, voyez que finalement, dire des mots durs, ça ne suffit pas. Il faut que ces actions, elles soient juridiquement bien construites. Et donc, ce que nous avons à dire aux Français, et c'est la raison pour laquelle nous devons aussi mesurer nos propos et être redoutablement efficaces, parce que c'est la seule condition d'être performant, nous devons dire aux Français ce que nous allons faire avec une fermeté qui soit non dissimulée et avec un état de droit qui soit solide. Parce qu'à chaque fois qu'une décision est annulée, c'est finalement un recul pour nous tous devant les terroristes. L'état de droit, il protège d'abord le gouvernement et il protège aussi les Français. Allez, dans un instant, Philippe David, Françoise de Gaulle, une petite rectification. Sur le numérique, très important. Pharos, 27 gendarmes et policiers, 180 000 signalements par an. Évidemment que les signalements faits par la LICRA sur le terrorisme sont passés à travers. Ça veut dire il faut mettre de l'argent et des moyens sur Pharos, puisque c'est aujourd'hui le nerf de la guerre, le numérique. Alors, vous avez tout à fait raison, à une réserve près, c'est que nous avons trouvé un renseignement, et vous l'avez trouvé avec nous, un renseignement qui a été déstructuré pendant de nombreuses années. On s'est réveillé. C'est pas Hollande, hein, ni Cazeneuve, ni Valls. On s'est réveillé, et même Manuel Valls le disait lorsqu'on était en 2015, on s'est réveillé avec des cellules de renseignement qui n'étaient pas construites pour l'antiterrorisme. Non, mais je parle de Pharos. Pharos, typiquement. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord été chercher la cybercriminalité qui sont, donc c'est-à-dire le darknet, qui sont les réseaux de financement du terrorisme, qui sont la construction finalement des cellules de communication. Mais c'est pas assez, 27 gendarmes et policiers. Mais ça c'était la cybercriminalité. Et ensuite, on est allé sur le tout venant, parce que on a d'abord combattu les attentats qui étaient ceux de 2015, qui étaient finalement construits de l'étranger et portés en France. Maintenant, nous avons des attentats qui sont l'objet de radicalisés en France et qui sont des loups solitaires, comme on a l'habitude de le dire. Mais c'est pas des loups solitaires, en fait. Comme ça a beaucoup évolué, eh bien, nous avons à faire évoluer sans cesse nos moyens d'y répondre. C'est la raison pour laquelle Pharos n'est pas encore suffisamment équipé, mais que dans les réponses que nous envisageons, il y a le renforcement de ces cellules-ci. Allez, Philippe David, question peut-être au député Sacha Houlié qui est avec nous, député LREM de la Vienne. Il y a une question que je me pose, Sacha Houlié. Vous dites, quand on n'a pas d'accord, et vous dites vrai, avec les pays, on ne peut pas expulser les gens. Mais nous, avec notre état de droit, on ne peut pas les garder ad vitam aeternam en liberté, en prison. Donc qu'est-ce qu'on fait si ces pays ne les veulent pas et qu'on ne peut pas les garder définitivement en prison? On les remet en liberté de risque d'avoir un nouveau Conflans-Sainte-Honorine, un nouveau Bataclan, un nouveau Nice, un nouveau Saint-Étienne-du-Rouvray? Alors d'abord, pour ces personnes-là, dont les 231 dont j'ai parlé, 181 sont en prison. 180 sont en prison. Mais il y en a 51 en liberté. Elles ont des peines qui sont, croyez-moi, sacrément sévères. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous appelez une peine sacrément sévère? C'est des peines de plusieurs dizaines d'années de prison. Voilà. Après, les peines, je sais qu'elles ne sont, au regard de l'opinion, jamais assez sévères. Mais c'est aussi la qualité de notre justice. Et pas totalement exécutée, sauf que les remises de peine, heureusement, sont annulées, ce qui est tout à fait normal dans ce cas-là. Première chose. Deuxième chose, vous aviez soit des mesures qui sont des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, ça c'est les fameuses dispositions antiterroristes, et on continue de suivre ces personnes. On continue à les suivre avec une indication à l'antiterrorisme. Et par ailleurs, ça me permet parfois d'empêcher des attentats. 32 ont été empêchés en France depuis le 2017. Et on continue le travail pour pouvoir les expulser. C'est-à-dire que le travail, il ne s'arrête pas à un instant T. C'est pas parce qu'on nous a dit non aujourd'hui que ce sera un non à jour plus 1, jour plus 10 ou jour plus 30. Donc ce travail, il se perpétue. Nous avions tenté, et je dis nous avions tenté avec prudence, parce que cette loi, j'avais alerté sur les difficultés, d'instaurer des rétentions de sûreté pour les personnes qui étaient des terroristes. Cette loi, je le dis, et j'en étais convaincu, elle ne passait pas le Conseil constitutionnel, parce qu'on ne peut pas reconduire des peines lorsque l'infraction a été punie. Voilà. Donc nous allons avoir toute une série de personnes que nous suivons administrativement, mais qui judiciairement ne font pas l'objet de mesures. Et donc elles sont suivies administrativement jusqu'à ce que l'on puisse, avec un accord de réadmission, les renvoyer dans leur pays. Ça, c'est si elles sont étrangères. Si elles sont de nationalité française, on les suit dans le pays administrativement jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à ce que soit on estime qu'elles ne présentent plus de danger,
ce qui est très rare naturellement, soit jusqu'à ce qu'elle décède. Juste avant de clore cette première partie de la loi donc sur le séparatisme annoncée par Emmanuel Macron, est-ce qu'elle va être enrichie? Est-ce qu'elle va être améliorée? Est-ce que vous le savez? Et si oui, quand est-ce que il y aura une annonce sur cette loi, donc nouvelle version, j'ai envie de dire? Alors cette loi, elle était déjà très très riche parce qu'elle avait été construite. Si vous voulez, le fait de nous dire vous ne vous êtes pas exprimé, ou le président ne s'est pas exprimé sur les questions de laïcité ou de séparatisme, dites-le comme vous voulez, mais c'est pas exprimé depuis plusieurs mois. Eh bien, on en a attendu et on avait calibré une loi pour qu'elle soit vraiment performante, avec les fermetures de lieux de prière dans les services publics, avec des obligations pour les délégataires des services publics, c'est-à-dire que lorsque vous aviez une entreprise qui gérait l'eau, les déchets, les transports, ils avaient les mêmes obligations que tous les services publics, avec finalement ces pouvoirs nouveaux des préfets. Donc je vous parlais de la suspension d'associations dans l'attente de leur dissolution, avec la scolarisation à 3 ans, avec des pratiques qui étaient interdites. On parlait du certificat de virginité. Donc tout ça a été très bien bâti. Ce serait un peu dommage de gâcher la copie et de mettre des mesures qui soient finalement des mesures d'affichage qui ont vocation à être censurées en allant trop vite. Ce que nous voulons faire en revanche, nous les parlementaires de la majorité, c'est pouvoir réintroduire des mesures sur le contrôle de la haine en ligne, avec des moyens, donc vous l'avez dit, pour des plateformes qui sont des plateformes existantes, ou encore avec des procédés qui permettent de faire censurer les contenus lorsqu'ils participent aux cabales comme celle qu'on a connue pour ce professeur qui est malheureusement décédé. Allez, on va poursuivre le débat dans un instant avec vous. Sacha Houlié, vous restez avec nous, député LREM de la Vienne. Dissolution d'associations, fermeture de la mosquée de Pantin, expulsion d'étrangers radicalisés. Le gouvernement va-t-il assumer toutes ces annonces? Vous continuez de voter sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio et le 0826 300 300, ça c'est le numéro du standard de Sud Radio pour débattre avec nous. On vous attend. Tiens, Cédric dans quelques instants va nous rejoindre. À tout de suite. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David, Sacha Houlié qui est notre invité ce soir, député La République En Marche de la Vienne. Et on poursuit donc tous ensemble notre grand débat. Le collectif Cheikh Yassine, voilà, dissous ce matin, c'était en Conseil des ministres. Normalement, d'autres associations devraient l'être, je pense par exemple au CCIF ou Baraka City. Hier, la fermeture de la mosquée de Pantin a été actée, elle sera fermée pour 6 mois. Dimanche dernier, Gérald Darmanin a ordonné au préfet l'expulsion de 231 étrangers radicalisés. Le mal a été nommé, c'est l'islamisme politique. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron ce matin. C'est une bataille sécuritaire, éducative, culturelle, une bataille qui va durer, a rajouté le chef de l'État. Et la question que l'on vous pose ce soir, lutte contre l'islamisme radical. Le gouvernement va-t-il assumer toutes ces annonces? Va-t-il aller jusqu'au bout? Vous êtes plutôt pessimiste, 80% de réponses négatives. Vous dites non à 80% sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous continuez de voter, évidemment. Et puis, le 0826 300 300, venez débattre avec les vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Allez, vous prenez la parole sur Sud Radio. Cédric nous appelle de Narbonne. Bonsoir Cédric. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous Cédric. Mais on est content de vous entendre aussi Cédric. Alors, je vais être très très bref. J'aurais 2 petites choses déjà qui je trouve complètement inadmissibles. Ouais. Déjà, on parle des personnes qui sont en prison, qui sont en situation irrégulière et qui vont être expulsées. Je trouve ça anormal que nous, personnes françaises qui travaillons, en fait, finalement, on les nourrit, on s'occupe d'eux, puisqu'en fait, finalement, ils sont pas expulsés. Donc, ils vont rester, comme a dit le monsieur de la République En Marche, ils vont rester des années en prison et c'est nous qui payons. Première chose. Deuxième chose, un truc que je trouve pas normal, c'est que ça y est, tout le monde se réveille. Oh mince, on parle plus de notre histoire de France. Il aurait peut-être fallu un petit peu qu'ils se bougent le cul, un petit peu tous. Parce qu'effectivement, notre histoire de France, ça date de Charlemagne, mais il y avait plein de choses auparavant sur lesquelles on aurait pu parler. Maintenant, en scolarité, on n'en parle plus. Moi, j'ai mon grand qui a 14 ans, ils en ont même pas parlé une seule fois dans ses années scolaires. Et ça, je trouve ça complètement inadmissible. Alors qu'on parle de la République et de la laïcité... Ils n'ont pas parlé de quoi? Pardon, j'ai pas entendu ce que vous disiez. De l'histoire de France. Charlemagne notamment. De Charlemagne. Ça, ils n'ont pas parlé de Charlemagne en cours d'histoire. Oh, c'est pas possible non, ça. Alors, moi, je parle pour ma région. Ils n'ont pas parlé de quoi? De quoi exactement dans l'histoire de France? Ça parle de plein de choses. Ça parle de... la dernière fois, ils ont parlé de la guerre de 40. Donc, très bien, c'est vrai, la guerre de 14-18. Mais en fait, de notre histoire à nous, au jour d'aujourd'hui, ça n'est plus comme c'était avant. Moi, j'ai 52 balais. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne parle plus de Charles Martel, on ne parle plus des croisades, on ne parle plus de la Shoah dans certains lieux. Ça serait
serait bien, Philippe, que tu arrêtes de dire on ne parle plus dans une globalisation. Il y a des endroits. Voilà, mais dans certains. Mais rajoute-le dans certains. Je l'ai dit. Tu viens de dire à l'instant, on ne parle plus. On ne parle plus dans certains. Bon, il a rectifié, il a rectifié. Ça va. Et délire d'une école républicaine où on ne pourrait plus parler de Charles Martel, il faut arrêter. Dans certains cas, c'est vrai. Oui, dans certains cas. C'est ce que j'avais dit. S'il vous plaît, on va laisser répondre le député Sacha Houlié, puisque c'était la question de notre auditeur à notre invité Sacha Houlié. Sacha Houlié, alors, sur déjà les... Il y a deux questions. Il y a deux questions, oui. D'abord, sur les questions des prisonniers. Encore une fois, soit... Sur les étrangers en prison. Soit ils sont réguliers sur le territoire. S'ils sont réguliers sur le territoire, ils ont un titre de séjour, et dans ce cas-là, comme il y a même soit des délinquants de droit commun, ils sont réguliers sur le territoire. Si par contre, ils sont réguliers sur le territoire, mais ils ont une nationalité étrangère et ils ont commis des actes de terrorisme, là, on les renvoie. On prend les mesures et les pays les acceptent systématiquement à la condition d'une réadmission. Voilà, c'était la précision que je voulais apporter. Et sur ce sujet, je peux vous garantir que c'est depuis Gérard Collomb, Christophe Castaner et dorénavant Gérald Darmanin que tous s'emploient et ont fait de nombreux déplacements dans des pays étrangers pour Sacha, qu'on ait des accords de réadmission. Ça dure depuis Nicolas Sarkozy. Vraiment, François Hollande aussi. C'est quelque chose, on se meurt à un mur. Ça fait 15 ans que ça dure, 20 ans que ça dure. On progresse convention après convention et gouvernement après gouvernement. Mais de toute façon... Oui, mais non. Il faut les comprendre qu'ils ne soient pas enthousiastes à les reprendre. Mais oui, ça c'est sûr. Alors sur la seconde question sur la seconde question. D'abord, l'histoire de France qui ne serait plus enseignée. Moi, je me garderais bien... Dans certains endroits. Je me garderais bien de façon générale, mais encore plus aujourd'hui, de faire le dénigrement des enseignements dans notre pays. Et des enseignants encore moins. Mais c'est là qu'ils ont la trouille. Non, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez des renforcements des moyens considérables qui ont été accordés dans des écoles des quartiers prioritaires de la ville, qui sont classés par zone REP, REP+. Ça, c'est pour les écoles primaires. Vous avez des moyens supplémentaires qui ont été octroyés au collège également. Et vous avez des enseignants qui sont souvent dans les collèges les plus en difficulté, les plus militants et les personnes qui sont les plus dévouées à la cause. Et je crois que le profil de Samuel Paty en est les témoignages le plus certain et le plus éclatant. Et donc, qu'il y ait parfois des problèmes dans les classes. Ça, il ne faut pas le nier et personne ne le dit. Qu'il y ait des difficultés parce que y a du chahut, parce qu'il y a des choses où on se pose des questions avant de le faire. Et c'est ce qui est totalement anormal. Hein. Voilà. Eh bien, ça existe également. Mais dans l'ensemble, dans ce pays, heureusement, tous les enseignements ont lieu, tous les programmes sont suivis et tous les enfants reçoivent la scolarité obligatoire qu'ils doivent recevoir en application des lois qui sont les lois les plus républicaines que l'on connaisse, puisqu'elles sont celles de la Troisième République. Ce que semblait mentionner notre auditeur, c'était le fait qu'on avait un peu abandonné, mais ce qui est moins vrai aujourd'hui depuis le ministre Blanquer, l'histoire chronologique. Non, mais c'est pas depuis même Najat Vallaud-Belkacem n'a jamais abandonné l'histoire chronologique, pas plus que Luc Ferry. Non mais moi je pense qu'elle n'a pas été une bonne ministre. Écoutez, moi je pense que j'ai rien à dire sur ce sujet. On va pas refaire l'histoire, mais honnêtement, il faudrait absolument arriver, quand on prend la parole sur ces sujets, moi la première, nous tous les seconds et les troisièmes, à être extrêmement précis dans le langage que nous employons et à avoir des chiffres précis. La fantasmagorie d'une école de la République où il ne serait plus enseigné les croisades et Charles Martel, où on pourrait plus parler de la Shoah, c'est faux. Il y a des endroits où c'est impossible. Voilà. Non, mais tu comprends. Mais on peut tout de même dire, François, dans le cadre du débat qui est le nôtre, que je n'étais pas emballé par le ministre Najat Vallaud-Belkacem. C'est autre chose, ça, Philippe. Qui peuvent exister dans certains collèges ou certains lycées doivent et font l'objet de remontées au ministère de l'Éducation nationale et ensuite font l'objet d'actions. Et c'est précisément dans ce cadre-là que la loi sur le séparatisme ou la loi ou en tout cas les dispositions sur l'école doivent être enrichies ou doivent permettre d'avoir des actions encore plus performantes pour que Mais Sacha Houlié, il a été laissé tout seul, Samuel Paty. Il a été tout seul. Pas que lui, vous savez, il y a combien d'enseignants dans les quartiers politiques de la ville remontent parfois dans les directions académiques ou dans les rectorats qui eux-mêmes se trouvent démunis. Et donc c'est tout cet édifice-là qu'on veut justement rénover et consolider. Merci à vous Sacha Houlié, merci d'avoir débattu avec nous et de nous avoir expliqué aussi beaucoup de choses. J'aimerais remercier notre auditeur Cédric qui nous appelait de Narbonne, Sacha Houlié qui était avec nous depuis 18h30, député LREM de la Vienne. On va retrouver